le médicament dans la vraie vie, création, AMM, effet indésirable. Moi, je ne parle jamais d'effets secondaires, je suis médecin pharmacologue, parce que pour moi, les effets ne sont jamais secondaires, ils sont indésirables. En passant, petit message subliminal. Et des génériques, ça tombe bien, parce qu'en plus, la semaine prochaine, il va y avoir un grand lancement, un plan d'action sur les génériques. Donc, je vous en donnerai quelques petites informations. Donc, rapidement, n'ayez pas peur en voyant ce schéma horrible. Ce schéma horrible, qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, il montre plusieurs messages. Premier message, c'est que avant de devenir médicament, eh bien, il faut un long parcours, semé d'embûches. Et c'est un peu comme, et ce sera l'unique image que je prends à ce niveau-là, c'est un peu comme quand on veut devenir président de la République. Il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu d'élus, et par définition, qu'il n'y a qu'une chaise. Et ce qui fait que le nombre important de molécules qui est développé en général, c'est pour vous donner des ordres d'idées, bien entendu, hein. C'est 10 000 molécules qu'on identifie à partir de données sur la chimie. Enfin, on ne va pas rentrer sur des aspects techniques, mais c'est ça. Ensuite, sur ces 10 000, il y en a environ 100 dont on pense qu'elles ont un potentiel par rapport à leurs caractéristiques chimiques, etc. Il y en a 10 qui sont dits des candidats. Vous voyez, c'est un peu les primaires, pour caricaturer encore un petit peu, qui passent dans ces fameux essais cliniques dont on a parlé tout à l'heure. Et comme l'a dit le docteur hématologue Aude Carbonnier, c'est très important de participer à ces essais cliniques parce que si on ne fait pas d'essais cliniques, on ne sait pas si le candidat médicament mérite d'être médicament. Et donc, on a besoin de l'évaluer. Et donc, pour l'évaluer, on a besoin de l'évaluer chez l'homme. Ce sont les fameux essais cliniques. Et vous voyez qu'à la fin, finalement, sur les 10 000 molécules, bien petit à petit, c'est finalement comme une épreuve hippique. Hein. Il y a des obstacles. Mais les obstacles, ce sont des bons obstacles. Ce sont des obstacles de cahier des charges. Devenir médicament, ce n'est pas un produit comme les autres. On a besoin de répondre à un cahier des charges en termes d'efficacité, en termes d'effets indésirables. Et donc, tout produit que l'on découvre dans une éprouvette, ne mérite pas qu'on lui donne ce statut, ce label de médicament. Premier message de cette diapositive. Deuxième message, c'est que oui, le parcours est long, toujours trop long quand on est un malade. Sachez néanmoins, parce que là aussi, il faut avoir du recul. Actuellement, c'est 10 ans. Il y a quelques années, quand on nous apprenait sur les cours de médecine, c'était 15 ans. Donc on a gagné 5 ans. Et pour des maladies rares, avec des processus d'accompagnement, de développement de médicaments, notamment au niveau de l'Europe, de l'Agence européenne du médicament, de l'Agence américaine, etc. Il y a aussi des processus d'accompagnement qui fait qu'on peut commercialiser un médicament et le rendre disponible pour des patients dès lors qu'on lui a montré un bénéfice réel. Et c'est vrai que le médicament, on aura d'autant plus fait la démonstration de son efficacité que ce ne sera pas la peine de faire des essais cliniques sur des milliers de patients. Donc c'est sûr que là, il y a actuellement, dans des maladies rares, et on a rappelé que la LMC en faisait partie, des processus d'accompagnement pour mieux développer les médicaments, mieux les développer comme les agences réglementaires attendent qu'ils soient développés, tout en garantissant bien entendu la sécurité des patients, parce que pour les maladies rares comme pour toutes les autres maladies, excusez-moi la caricature, on ne veut pas de médicaments au rabais, personne ne veut de médicaments au rabais, les patients, les malades ne veulent pas de médicaments au rabais, les médecins ne veulent pas bien entendu de médicaments au rabais. Donc, un médicament, on va voir après comment il est évalué, mais c'est environ 10 ans et quelquefois c'est moins. Donc, il a cette carte d'identité, ça y est, je suis médicament. Après, il va y avoir quelque chose qui est très intéressant pour les collègues industriels du monde industriel, c'est que quand il a un médicament, en fait, il a déjà bien entendu protégé sa découverte, son innovation, et il va y avoir son brevet qui court pendant un certain temps. Et il va donc tomber dans le domaine public, comme je vais vous le dire à la fin de mon diaporama, 10 ans après. Et 10 ans après, il va y avoir des petits collègues qui peuvent arriver. On ne sera plus en situation de monopole. Voici pour les premiers éléments déjà de message de cette diapositive. Alors pourquoi tant d'études? Parce qu'on essaye de comprendre un petit peu comment le médicament marche. Alors c'est sûr que quand on comprend un petit peu comment fonctionne la maladie, quelle est la cible, et on en a vu un très bel exemple, une très belle illustration avec la LMC tout à l'heure et les questions qui ont été posées. Si on a une cible clairement identifiée, c'est plus simple. On essaye de voir comment cette molécule fonctionne. On essaye de voir sur des modèles cellulaires, sur des modèles chez l'animal, comment ça marche. On élimine déjà toutes celles qu'on considère qu'elles sont trop toxiques pour être administrées chez l'homme. C'est pour ça qu'il y en a énormément qui sont éliminées. Quand on voit chez des modèles animaux ou des modèles cellulaires que la molécule est intéressante ou peut être pertinente chez l'homme,
Alors, on vérifie que c'est le cas chez l'homme, un petit nombre de patients, un plus grand nombre. Et ensuite, cette molécule, qu'à tort on appelle médicament, ne l'est pas encore. Elle le devient dès lors qu'elle a montré qu'elle était efficace, sécure, bien tolérée. Et là, on parle de médicament. On ne peut pas en parler avant. C'est vrai que souvent, dans les essais cliniques, à tort, on dit on va vous donner un médicament, mais c'est un abus de langage. Les mots ont un sens. On ne peut donner le nom de médicament à un produit que quand il a été évalué, certes, par les médecins dans le cadre des essais cliniques, mais surtout quand une agence, qui est en l'occurrence l'agence européenne, la plupart du temps, puisque les médicaments maintenant sont enregistrés pour un marché européen, eh bien c'est une agence réglementaire, indépendante, qui, à la vue de toutes les données qui ont été collectées dans ce parcours qui est long, vous avez vu, des fois, quelquefois 10 ans, eh bien, va juger de 3 critères essentiellement, sur les volumineux de dossiers qu'elle reçoit. Elle va juger de la qualité du médicament, c'est-à-dire dans la gélule, par exemple, est-ce qu'il y a bien la bonne dose, comment c'est fabriqué, etc. Il y a un cahier des charges. Il regarde s'il y a, ça garantit la sécurité du patient par rapport à comment est fabriqué, on va dire, le produit. Deuxième chose que l'on regarde, c'est la sécurité. Il ne faut pas oublier que l'agence du médicament, 14 j'appelle l'agence du médicament d'ailleurs, s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce n'est pas l'Agence nationale de l'efficacité. Vous avez compris ce que je voulais dire. En premier niveau, ce qu'on regarde, ce que l'agence du médicament regarde, ses évaluateurs, ses commissions, c'est la sécurité. Et bien entendu, troisième critère qu'elle regarde, c'est l'efficacité. Et elle regarde comment on a mesuré dans un essai clinique l'efficacité. Donc c'est vrai que quand on est dans une pathologie comme la LMC, où on a quand même des critères diagnostiques très précis, des critères de suivi, etc., c'est vrai que ça contribue à faire des essais cliniques avec des choses pertinentes. Ce qui n'est pas le cas de toutes les maladies rares, ou des fois dans certaines maladies rares, on ne sait pas comment évaluer l'effet d'un médicament. D'accord ? Et donc, à la vue de ces 3 critères, il n'y en a pas un supérieur à l'autre, il faut que les 3, eh bien, c'est la fameuse balance bénéfice-risque. On regarde, l'agence du médicament regarde, l'agence européenne du médicament regarde, si à la vue de ces 3 critères, qu'elle évalue au regard de toutes les données qu'elle a depuis 10 ans sur le produit, eh bien, comment est la balance bénéfice, c'est-à-dire efficacité, effet, et risque, c'est-à-dire effet indésirable du médicament. Et si elle juge que le bénéfice-risque du médicament est favorable, alors lui attribuer l'autorisation de mise sur le marché. Et là, dès lors qu'un produit a une AMM, eh bien oui, c'est un médicament. Alors tout ceci, bien entendu, se concrétise, parce que là ça peut paraître très réglementaire, administratif, tout ce que je dis, et vous avez raison, mais tout ceci se concrétise pour un médicament qui le devient, par son passeport, sa carte d'identité, qui est ce qu'on appelle le résumé des caractéristiques du produit, c'est-à-dire tous ces chapitres un petit peu indigestes que l'agence du médicament doit remplir, enfin c'est le laboratoire qui le fait, l'agence du médicament vérifie que tout ceci est bien rempli dans le sens correctement par rapport à toutes les données qui ont été récoltées pendant les 10 ans, et c'est ce fameux RCP que l'on retrouve dans la fameuse Bible rouge, le fameux Vidal, qu'il faut toujours mettre devant les journalistes pour bien montrer qu'on est un docteur, avoir un Vidal sur son bureau, même si on en a de moins en moins, puisque tout ceci est électronique maintenant. D'ailleurs, tout ceci est électronique, je vous le montrerai, mais ce qui est déjà important à ce niveau-là, c'est de donner ces 2 précisions. C'est qu'un médicament, quand on lui donne une autorisation de mise sur le marché, eh bien, il a pour une indication précise, c'est-à-dire dans le fameux petit indication, il y a écrit, par exemple, dans la LMC. Pour un autre médicament, il y a écrit, par exemple, pour le rejet de la greffe hépatique. Il y a une indication qui est bien précise. Et l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, le médicament, là, pour cette indication-là. Il arrive de plus en plus que des médicaments, on se rend compte qu'ils peuvent avoir d'autres propriétés, d'autres effets, et qu'on veuille qu'ils aient une autre indication, donc une autre AMM. Quand c'est ça, on ne peut pas le faire au domaine de GEM, là, rapidement. Il faut refaire des études qui montrent que ce médicament qui a l'indication dans cette maladie, eh bien, il faut qu'on montre la preuve scientifique, médicale, et donc à nouveau,
sécurité, qualité, efficacité, dans cette indication-là. Et ça, j'en parle parce que notamment dans les maladies rares, ce scénario existe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle des repositionnements de vieux médicaments, parce que ça accélère finalement le développement. Hein. On connaît déjà la toxicité du médicament, on part moins dans l'inconnu, mais néanmoins, il faut vérifier que tout va bien. Et donc, un autre médicament qui voudrait avoir une autre indication de l'AMM, eh bien, doit refaire des études pour montrer la preuve de son efficacité dans cette nouvelle pathologie. C'est pour ça que quelquefois, on voit qu'il existe des médicaments, quand on regarde indications, qui en ont plusieurs. Ça veut dire que ce médicament a fait l'objet d'essais cliniques dans ces différentes pathologies qui ont confirmé leur intérêt. Alors, le RCP, comme je vous l'ai dit, ce fameux passeport carte d'identité du médicament, on peut le trouver dans le fameux Vidal, mais actuellement, tout le monde peut y avoir un accès totalement libre, non payant, et on est sûr de la source. C'est quand même important par les temps qui courent quand tout le monde a accès à Internet. Il y a cette base de données publique du médicament qui a été mise en place il n'y a pas longtemps, en 2013. Je vous ai mis là le site et qui permet par un système de 2 entrées de pouvoir consulter ce fameux résumé des caractéristiques du produit. Vous vous connectez là, il n'y a même pas besoin de mettre votre nom, votre identifiant, de payer quoi que ce soit, de sortir votre carte bleue, c'est gratuit. Vous rentrez par là le nom de votre médicament. Le nom, c'est-à-dire le nom commercial, ou bien si vous ne connaissez pas le nom commercial, mais vous savez le nom compliqué en DCI et le nom très très long, nom commercial, vous pouvez rentrer en bas. Et d'ailleurs, quand vous commencez à écrire le début, paf, il y a une liste déroulante et vous pouvez entrer dessus. Alors, je vous ai pris un exemple très rapidement, par exemple le Glivec, au hasard bien entendu. Vous rentrez dedans, hop, c'est bien, il a trouvé, heureusement, ça fait plaisir. Et donc le nom du médicament arrive là. Si vous cliquez ensuite à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez sur la fiche info, la fameuse carte d'identité du médicament. Et bon, très rapidement, vous avez les informations plus récentes de pharmacovigilance concernant ce médicament. Ça ne sert à rien d'aller surfer sur d'autres sites. Là, il y a le lien qui vous dit les dernières informations qu'il y a eu sur ces médicaments par l'agence du médicament. Donc quand même une information consolidée, non erronée, c'est la source. Et ensuite, ce site vous permet également d'avoir accès à d'autres informations intéressantes qui sont les résumés des caractéristiques du produit et également la notice. Hop, démonstration, ça marche. Donc ça, quand vous cliquez sur RCP, vous arrivez sur la fameuse résumé des caractéristiques du produit. Et hop, ce qui vous intéresse aussi certainement, c'est la notice. Donc hop, vous cliquez la notice et elle apparaît. D'accord ? Alors, ceci m'amène à vous parler des effets, non pas secondaires, mais indésirables des médicaments. Et là aussi, peut-être quelques éléments, quelques messages qui me semblent importants. Donc, les effets indésirables du médicament, on les connaît déjà bien quand un médicament est mis sur le marché. Tous les essais qui sont faits avant, que ce soit les essais cliniques ou les essais chez les animaux, le point commun à toutes les études qu'on fait avant, c'est la toxicité. Le point commun à tous, que ce soit des essais de phase 1, phase 2, enfin on ne rentre pas sur des aspects techniques, mais c'est la toxicité. Donc vraiment le maître mot d'un candidat médicament, c'est est-ce qu'il est toxique ou pas, est-ce qu'il donne des effets indésirables ou pas. Mais, et c'est là où il faut bien comprendre les choses, c'est que quelle que soit la qualité des études qui a précédé la mise sur le marché d'un médicament, et il faut toutes que ces études soient de qualité, bien entendu, sinon on ne lui donne pas l'AMM, mais quelle que soit la qualité qu'elle a, c'est-à-dire les études qui ont été les mieux faites, eh bien, on n'a jamais, comme hélas en santé, on n'a jamais une certitude absolue sur la sécurité d'emploi d'un médicament. Quand on donne une AMM, une autorisation de mise sur le marché à un candidat médicament, ce qui lui permet de devenir médicament, eh bien, il y a une part d'incertitude. On fait un pari. En fait, quand on donne une AMM à un médicament, on fait un pari. Alors, ce n'est pas du poker, bien entendu, puisqu'il y a des critères, enfin, c'est raisonné quand même. Mais on fait quand même un pari sur le fait que dans la vraie vie, je ne dis pas que les essais cliniques, ce n'est pas la vraie vie, parce que je pense que Laurent Chiche va vous dire que les essais cliniques, c'est la vraie vie grâce à vous, mais c'est compliqué. Mais une fois que le médicament est donné dans la vie de tous les jours, avec du pamplemousse, avec d'autres choses, etc., eh bien, on passe dans une autre échelle, et c'est là où peut survenir, émerger
des effets que l'on n'avait pas vus. Et ce n'est pas parce que les études ont été mal faites avant, mais on n'était pas dans des conditions pour les voir. Alors pourquoi on n'était pas en condition pour les voir? Eh bien parce que dans les essais cliniques, il y a ce qu'on appelle les 5 trop. Ils incluent un trop petit nombre de patients. Ils sont trop simples. Alors je précise ce que ça veut dire trop simple, parce que les essais cliniques sont tout sauf simples. Ils sont trop simples dans le sens où ils excluent les patients souffrant d'autres maladies. Il y a eu une question tout à l'heure, c'est vrai que les cas sont toujours plus complexes. Quand un patient a atteint d'une maladie, il y a également une hypertension artérielle, il y a également un diabète, c'est toujours plus complexe. Et comme dans les essais cliniques, on veut mieux voir les choses, puisqu'on a une incertitude sur le produit que l'on donne, bien entendu, on s'affranchit par sécurité de ces patients qui sont par définition complexes. Il concerne trop souvent les âges médians, hein, le milieu c'est merveilleux pour reprendre un slogan, et ça exclut très souvent dans les essais cliniques les sujets très jeunes ou les sujets très âgés, les plus de 80 ans, alors que sont les plus grands consommateurs de médicaments, avec les âges aussi du début de vie, eh bien, sont ceux qui, par construction, hélas, mais c'est la sécurité soi-disant qui prévaut, eh bien, sont exclus de ces essais cliniques. Ils sont trop étroits dans le sens où, dans les essais cliniques, on catégorise très finement les patients, enfin, c'est vraiment un check-up très, très, très précis. Et puis, ils sont trop brefs, et là aussi, il y a eu un bel exemple qui a été donné. Un essai clinique, souvenez-vous que tout son parcours, c'est des à 10 ans. Donc, par construction, on ne sait pas un patient, quels sont les effets qui peuvent éventuellement émerger après 10 ans d'exposition. D'accord ? Donc, l'idée, ce n'est pas de remettre en cause les essais cliniques, c'est actuellement comme ça qu'on nous demande d'évaluer les produits, c'est comme ça que les produits deviennent des médicaments, mais il faut savoir qu'ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions que l'on se pose. Mais on a des solutions, bien entendu. Alors, une façon de faire ça, c'est le parallèle que vous avez compris le message. Hein. Avant l'AMM, il y a un faible nombre de patients au regard du grand nombre à qui va être donné le médicament après. Donc, par définition, un effet indésirable, je caricature, hein, qui survient chez un patient sur 10 000 exposés, ou 20 000, ce qui est déjà beaucoup, on ne pourra pas le voir dans les essais cliniques. D'accord ? Pareil pour les exclusions de toutes ces personnes. Alors après, je ne reviendrai pas sur la définition de sujet âgé. Pour moi, un sujet de 60 ans est quelqu'un de jeune, hein, bien entendu. Les modalités d'administration dans un essai clinique, tout est codifié. Enfin, certains d'entre vous ont participé à un essai clinique. Il y a des visites régulières. On sélectionne aussi les patients qui sont très, très, très adhérents et qui peuvent venir rapidement au cas où, etc. Il y a un biais. Et puis, dans un essai clinique, on va vous proposer de faire un essai clinique quelquefois sur simplement un jour. Hein. Moi, j'ai fait des essais cliniques il y a très longtemps dans la crise de migraine. Ce n'étaient pas des essais qui duraient très, très longtemps. Des fois, des essais cliniques qui durent 6 mois, d'autres fois 1 an. Je n'ai jamais fait d'essais cliniques sur 5 ans. D'accord ? Voilà, donc tout ça fait qu'on ne peut pas tout voir et que bien entendu, on sait que dans la vraie vie, ce ne sont pas ces conditions-là, c'est tout autre chose. Une façon de le dire, c'est, ça a bien plu à mes enfants quand hier soir j'ai préparé cette diapositive. Alors c'est en fait, pour tout vous dire, en fait, j'avais pas mis Dupont, j'avais mis autre chose et c'est mon fils qui est actuellement accro à Tintin qui m'a dit, ah ben, c'est comme Dupont et Dupont. Alors du coup, bon, pour lui faire plaisir, j'ai mis Dupont. En gros, c'est ça. Dans les essais cliniques, on essaye que tous les patients à qui on propose l'essai répondent à des critères bien précis. Et on sait que, mais c'est par construction, hein, on essaie de voir l'effet du produit. Donc on essaie de lisser tous les effets qui peuvent faire varier l'effet du produit. Et donc on sait très bien que tous ces patients-là, très divers, alors chacun se retrouvera dans le phénotype hein, qui est là, eh bien tout ceci peut influencer quelque chose qui nous, pharmacologues, nous tient à cœur, qui est la concentration dans le sang. Quand on donne à des jumeaux, des quadriplés, etc., un médicament, eh bien on risque, alors c'est faux, hein, j'ai caricaturé là aussi, on aboutit à ce genre de courbe, on a toujours des petites variations bien sûr, mais ces variations n'ont rien à voir quand on donne le même médicament à l'alcoolique, au longiligne, à la maman, à la personne un peu bien en chair, à celui qui se dope en prenant des produits dopants à la salle de sport, et à la mamie centenaire. Et ça donne des variabilités de concentration de médicaments dans le sang, qui sont un peu les montagnes russes. Et comme un médicament, avant d'agir sur une cible, il va dans le sang, eh bien, ce n'est pas la même quantité ensuite qui arrive sur la cible, etc. Donc tout ceci est signe de variabilité. Donc tout ceci, c'était pour vous expliquer toute l'importance de continuer
à surveiller le médicament une fois qu'il est dans cette fameuse vraie vie, même si, une fois de plus, l'idée, c'est pas de dire qu'on ne surveille pas les médicaments dans les essais cliniques. Il y a ici des personnes qui ont été investigateurs d'essais cliniques, et on sait très bien qu'on ne fait que, vous-même, vous y avez participé, on vous surveille comme l'huile sur le feu, on vous pose plein de questions, on vous fait remplir des questionnaires de qualité de vie, on vous fait plein de prises de sang, on vous fait des électrocardiogrammes, des prises de tension, etc. Mais pourquoi ? Eh bien parce que tout ceci renvoie à la dualité du médicament. Le médicament, bien entendu, on le prend pour être mieux, mais on sait très bien que l'effet du médicament, c'est le fameux effet bénéfique et autre chose, mais il y a aussi des patients à qui l'autre chose ne va jamais arriver. Ça me permet là aussi de dire à nouveau quelque chose qui est important, c'est que ce n'est pas parce que la notice est remplie d'effets indésirables, parce que les notices, ce sont des documents réglementaires, qu'on va nécessairement tous les avoir. Non, mais c'est important de le dire, parce que... voilà. Et quelque chose aussi qui est important de le dire, et qui doit d'ailleurs instaurer une discussion avec votre clinicien, c'est que ce qui est marqué dans la notice, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui est marqué dans le RCP, parce que la notice, c'est fait pour être adapté en termes de compréhension, etc. Et voilà, le but, c'est quand même d'en parler et d'échanger à ce niveau-là, mais pas non plus en stigmatisant tout ceci. Alors, ce qui est important aussi, bon, ça c'est un peu trop technique, mais en gros, rapidement, c'est qu'un effet indésirable, il peut survenir dès le début d'un médicament, et après, il n'y aura plus l'effet indésirable. Certains effets indésirables, on peut les avoir quel que soit le moment où on est exposé, au bout d'un mois de traitement, 2 mois de traitement, 3 mois, 6 mois, etc. Et puis, il y a certains effets indésirables qu'on peut très bien ne pas avoir, de par leurs caractéristiques et surtout leurs mécanismes, et qui surviennent après des années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de surveiller les effets indésirables, parce que ça permet de les caractériser, et ça permet aussi, comme pour l'efficacité, de savoir est-ce qu'il y a des patients à risque ou pas de tel et tel effet indésirable. Alors tout ceci justifie le fait que oui, c'est très bien de devenir médicament, surtout quand on a fait la preuve de son efficacité. De toute façon, on ne serait pas médicament si ça en avait été autrement. Mais c'est important de continuer à surveiller ce médicament. Et tout médicament fait l'objet d'une surveillance permanente afin justement de pouvoir réévaluer. Ce n'est pas une faute de frappe. Le but de la pharmacovigilance, c'est de poursuivre toute la vie la surveillance du médicament pour justement voir si au début le pari qu'on a fait sur ce médicament, par rapport à sa balance bénéfice-risque, est toujours favorable. Et bien entendu, tout ceci est toujours mis au regard de la maladie, des patients atteints de telle maladie. C'est sûr que pour aller dans la caricature absolue, on est très embêté quand il y a encore, et je ne vais pas les citer, des médicaments qui sont commercialisés alors qu'ils sont donnés pour une maladie comme le rhume, je caricature, Mina, tu m'en voudras pas, alors qu'ils sont susceptibles de donner des effets indésirables très graves. Comme Gilles Bouvenot nous le disait en cours de médecine il y a très très longtemps, un rhume, ce qui est très embêtant, les rhumes, j'en ai, etc., ça se guérit en 7 jours. Quand on prend un médicament, ça se guérit en 1 semaine. C'est le problème de l'évolution naturelle. Mais c'est vrai que c'est très embêtant quand on reçoit des notifications de pharmacovigilance où on apprend que quelqu'un est hospitalisé, accident vasculaire, etc., et qu'on se rend compte que c'est lié à un usage un peu trop abusif de médicaments pour le rhume. Vous voyez, on est dans une balance bénéfice-risque qui, quand même, d'un point de vue individuel et par là même collectif, parce que ce cas-là n'est pas isolé, nous questionne quand même beaucoup sur ces produits et le mésusage d'ailleurs qui peut en être fait. Alors la pharmacovigilance, je presse un petit peu pour ma paroisse, mais c'est notre paroisse, la pharmacovigilance. Ça a un cadre réglementaire, ça existe depuis 1970, c'est réglementé, il y a plusieurs textes, ils ont été actualisés, amendés avec toutes les affaires, hélas, qui ont fait beaucoup de tort aux médicaments et au système de pharmacovigilance. Hop, la zapette. La zapette, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre un important schéma qui est celui-ci, c'est qu'on est tous acteurs de la pharmacovigilance. Certes, je vais y revenir, il y a les centres de pharmacovigilance qui sont les centres de référence, parce que c'est leur spécialité que de surveiller, analyser les effets indésirables, mais tout le monde doit participer à ce dispositif de la pharmacovigilance, y compris les associations de patients, y compris les patients. Je ne dis pas seulement ça aujourd'hui parce que je suis là, Mina sait que c'est un discours que je tiens parce que c'est absolument important et indispensable. À Marseille, ça fait plusieurs années que je donne comme sujet de thèse à des étudiants en pharmacie et en médecine l'implication des patients
dans le système de pharmacovigilance, parce qu'il faut documenter, il faut expliquer, il faut communiquer pour intensifier ce dispositif, et d'ailleurs qui s'est intensifié. Dernière donnée que vous pouvez trouver sur le site de l'Agence du médicament, les notifications patients, les déclarations patients augmentent, et d'après moi, il faut qu'elles continuent à augmenter. Alors c'est justement l'obligation, comment être acteur de pharmacovigilance? Eh bien, la législation depuis tout le temps dit que tout professionnel de santé, médecin, chirurgien dentiste, sage-femme, pharmacien, a obligation de déclarer tout effet indésirable. Et ce qui est important, c'est la notion de susceptible d'être du saoulant. Les collègues cliniciens nous disent mais non, mais je ne vous ai pas contacté parce que je n'étais pas sûre. Mais oui, mais il suffit d'avoir l'esquisse d'un doute. Après, on va travailler ensemble, hein, comme on le fait avec Laurent Chiche quand il nous notifie des cas. On travaille ensemble sur ce cas, c'est-à-dire sur ces symptômes, pour savoir si oui ou non c'est le médicament ou l'association de médicaments. Et je souscris tout à fait aux exemples qui ont été pris concernant les plantes. Nous, quand on nous appelle au centre de pharmacovigilance de Marseille, on vous interroge sur vos médicaments, ça va même paraître un peu policier, et on vous interroge sur toutes les autres prises de médicaments, parce que souvent c'est multi, etc. Et les plantes. Les plantes, il y a eu ces dernières années des histoires avec l'extrémilpertuis, le pamplemousse, et ça a été très bien expliqué tout à l'heure, mais aussi avec d'autres plantes. Il faut être particulièrement vigilant. Dès lors qu'on suspecte qu'un produit peut avoir un effet, ben, l'effet il peut être aussi indésirable. Donc, c'est important de déclarer pour aller vers cet élan collectif dans le but de mutualiser, partager toute cette information au lieu que chacun se la garde pour soi. C'est ça l'intérêt. C'est là aussi le regard croisé, je crois que c'est le terme d'aujourd'hui. Eh bien, voilà, il faut qu'on croise davantage les informations qu'on a pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Un professionnel de santé peut tout à fait déclarer en allant sur le site de l'agence du médicament. Je vais passer très vite. Je voulais davantage insister sur le fait que depuis juin 2011, il y a un texte réglementaire qui incite les patients à nous rapporter, à nous déclarer des effets indésirables. Je pense que ce texte a avant tout une valeur symbolique très importante. Quand il y a 15 ans de ça, ou 20 ans, je ne sais plus, j'ai été interne en pharmacovigilance. Je me souviens que le premier appel téléphonique que j'ai eu, c'était l'appel téléphonique d'un patient. Pas d'un professionnel de santé, d'un patient. Et c'était, vous voyez, c'était avant 2011. Donc ça a toujours existé, les patients qui appelaient. Mais c'est vrai que c'était plus marginal que maintenant. Et je pense que ce texte, c'est important parce que ça montre toute l'importance des patients et des associations de patients dans ce dispositif. Alors c'est vrai qu'en France, vous savez qu'on adore les papiers, que c'est pas très sexy, que c'est peut-être difficile à compléter quand c'est la première fois, mais de toute façon, nous, dès lors qu'après ça nous arrive directement par votre département chez nous, on a vos coordonnées, on a votre mail, on peut vous recontacter et le compléter avec vous. Alors en France, ces structures de référence, il y en a 31. Alors excusez-moi, un petit cocorico. Celui de Marseille-Provence-Corse fait partie des centres de pharmacovigilance pionniers, puisque au tout début, quand ces centres ont été créés dans les années 70, eh bien c'était toujours pareil, hein, Paris, Lyon et Marseille. Et bien entendu, on a continué et on est d'ailleurs... petit cocorico, le premier en termes de notification, etc. Bon, ça, c'est lié à l'histoire, mais c'est lié aussi à la mobilisation des professionnels de santé. Ce qui est surtout important, et c'est ce que je voulais vous montrer sur cette diapositive, c'est que c'est pas... Certes, bon, c'est les patients, les professionnels de santé qui nous notifient de cette zone géographique, mais l'intérêt surtout des centres de pharmacovigilance, c'est que Marseille ne travaille pas qu'avec Marseille, enfin, c'est bien, mais etc. C'est qu'en fait, on est tous en lien. C'est-à-dire que tous les cas, dès lors qu'on les a documentés, enregistrés, on a fait l'imputabilité, c'est-à-dire la relation de cause à effet, etc., tout ceci est rentré dans une base commune qui me permet, moi, d'être au courant, est-ce que pour tel effet indésirable, il y a eu aussi un cas à Paris, à Tours, quelles étaient les caractéristiques. On mutualise tous nos cas en temps direct. Quelque chose d'important et que je n'ai pas mis sur la diapositive, mais c'est un point important que je vais dire, bien entendu, toutes les données, les informations qui sont rentrées dans cette base de pharmacovigilance sont totalement anonymes concernant le patient et concernant le professionnel de santé. Le professionnel de santé, il n'y a pas écrit « Laurent Chiche m'a notifié », etc. Non. Par rapport aux caractéristiques du patient, il y a simplement le fait, est-ce que c'est un homme ou une femme, et son âge. Et pourquoi c'est utile? D'abord pour bien caractériser l'effet, est-ce qu'un effet par exemple survient plus dans telle ou telle tranche d'âge, mais c'est aussi quelquefois, et ça nous arrive, un cas peut nous être notifié certes à Marseille, mais aussi bien par le patient, l'oncologue, le cardiologue, etc. Et si on n'avait pas un moyen de recouper ça, ben on le compterait 3 fois. Ce qui serait quand même embêtant. Donc ça nous permet de détecter les doublons, tout en sachant que quelquefois c'est très important d'avoir eu 3 cas, on va dire, dont l'information vient de personnes différentes, parce que ça nous permet très souvent de compléter.
mais tout simplement pour vous dire, parce que souvent on dit non, mais je ne vous ai pas notifié parce que sans doute mon médecin l'a fait. Puis on se rend compte que le médecin ne l'a pas fait, enfin, etc., etc. Donc, c'est confidentiel, ça c'est très important. C'est traité de façon anonyme et ça nous permet d'avoir des données au niveau national sur les effets indésirables des médicaments. Et quelque chose qui était important, c'est qu'en tant que centre de pharmacovigilance, toutes nos données sont ensuite transmises au niveau de la base mondiale, donc ça c'est un accord entre agences, au niveau de la base mondiale de pharmacovigilance qui est hébergée en Suède, et là il y a une petite erreur, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire moi je peux très bien, et c'est ce qu'on fait quand on a des cas très très rares, et qu'on a par exemple un premier cas français de quelque chose, on essaye de voir s'il n'y a pas déjà des cas mondiaux dans cette base-là qui existe et qui nous permet de dire si oui ou non des effets ont été déjà rapportés. Alors juste rapidement, s'il me reste quelques minutes. Finish. Alors rapidement, les génériques. Les génériques, alors je vais caricaturer. La France, ça augmente en termes de taux de pénétration, on dirait du marketing. Hein. Mais il faut que... Voilà, donc on n'est pas très très bon. On est encore plus mauvais quand on regarde les autres pays européens. Alors un médicament générique, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament qui n'a pas fait tout ce parcours-là. Un laboratoire peut très bien se lancer dans le développement d'un médicament générique quand le fameux, le princeps, la spécialité, voit son brevet expirer au bout de 20 ans, 10 ans de développement et 10 ans de monopole en situation de marketing. Donc ce qui est important, c'est cette diapositive, c'est quoi? C'est qu'un médicament générique, avant tout, c'est un médicament. Le générique, il a mauvaise presse parce qu'on pense que ce n'est pas un médicament. Un générique, c'est un médicament. C'est en plus un médicament qui est développé à partir d'une molécule déjà existante. Le princeps, sa fameuse spécialité dont le brevet est tombé dans le domaine public, donc avec cette fameuse perte de l'exclusivité commerciale. Et c'est donc concrètement un médicament dont on a beaucoup de recul sur l'efficacité et la sécurité d'emploi, et dont en plus on connaît déjà l'utilisation dans la fameuse vraie vie de tous les jours. Donc finalement, c'est un médicament qu'on connaît bien avant même qu'il ait existé. D'accord? Alors bien entendu, on ne peut pas devenir comme ça un médicament générique, ça correspond à une définition bien précise et ça s'appuie sur un code de la santé publique. La seule chose qu'il faut démontrer, donc en fait ça a la même composition en principe actif, même garantie de fabrication, la seule chose qu'il faut montrer, c'est mes fameuses petites courbes de tout à l'heure, il faut montrer que quand on donne un générique, on a des petites courbes en termes de concentration dans le sang qui sont quasiment pareilles que le princeps ou que la petite différence qui existe n'a aucun impact sur l'efficacité et la sécurité. D'accord? Donc, souvent, on croit à tort qu'un médicament générique est mal fabriqué. C'est aussi une erreur. L'Agence du médicament, dans son rapport annuel de 2011, et ça avait été montré dans les années suivantes, a fait des inspections pour savoir les taux de non-conformité sur la façon dont étaient fabriqués les médicaments. Et vous voyez que les médicaments génériques ont des taux de conformité, certes qui existent, mais beaucoup moins que les autres médicaments. Donc c'est faux de dire que ce sont des médicaments qui sont mal fabriqués. Ils ont un même cahier des charges et d'exigences en termes de fabrication. Donc que retenir en 4 points? Que les essais cliniques, bien entendu, sont indispensables. Il ne faut pas croire que j'ai tapé sur les essais cliniques. Ils sont indispensables. Ils nécessitent une évaluation rigoureuse pour obtenir l'AMM. C'est un filtre nécessaire, indispensable, mais non suffisant. Hein. Souvenez-vous de mes Dupont et de mes gros obèses, grands, etc. C'est pour ça qu'il faut rester en éveil vis-à-vis des effets indésirables que tout médicament peut induire. La pharmacovigilance, vous avez compris que c'est un système qui repose sur des professionnels de santé, sur les 31 centres de pharmacovigilance, mais sur nous tous. Et c'est ça qui permet, hein, c'est pas juste pour faire de la bûchette bureaucratique, sinon j'aurais pas fait autant d'études de médecine, c'est vraiment pour réévaluer en continu le fameux bénéfice-risque du médicament. Et enfin, je pense qu'il faut rester sur aussi le 5e message qui me semble important, et vous allez sans doute en entendre parler la semaine prochaine, parce qu'il va y avoir des mesures sur les génériques la semaine prochaine. Les génériques sont de vrais médicaments. Ils ne peuvent devenir médicaments que en donnant un fameux dossier d'AMM qui est certes allégé, puisqu'on connaît déjà la molécule. C'est un médicament qui fait aussi l'objet de surveillance par la NSM sur sa qualité de fabrication et ses effets indésirables, comme tout médicament. Donc voilà, je voulais vous remercier de votre attention et j'espère que je vous aurai détourné de cette caricature.